Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Je pense qu'on a été plusieurs en fin de semaine à voir ces images de Justin Trudeau prises à partie par des manifestants. Il s'est fait hurler des âneries, accusés de tous les maux les plus sataniques qui existent. On en parle avec Patrick Derry, qui est chroniqueur et analyste de politique publique. Bonjour Patrick. Salut Rémi. Donc oui, c'était assez inquiétant qu'on soit pro-libéral, anti-libéral, qu'on vote ou non pour Justin Trudeau, de voir le premier ministre du Canada se faire menacer comme ça dans un pays démocratique. Non, écoute, c'était complètement surréel. Puis pour donner un petit peu une idée du genre d'atmosphère qui régnait, on peut peut-être écouter un extrait des compliments qui ont été avancés à M. Trudeau. You're a criminal! You're a criminal! You're the reason why Mike didn't get a fucking nothing! You're a piece of shit criminal! You're a fucking criminal! You need to be arrested! Est-ce Alors, que pour ceux qui ont l'oreille fine... Oui, excuse. Ouais, est-ce que Justin Trudeau est un criminel? C'est quoi? J'ai entendu ça, fucking criminal. Quel crime a-t-il commis? J'étais pas au courant. Écoute, Moi, j'ai un scoop pour ces gens-là. Justin Trudeau n'est ni un criminel, ni un traître, ni même un pédophile. On l'a traité de criminel, tu l'as dit. On l'a traité de piece of shit, de tas de merde. On le traite, à un moment donné, on le traite de juif aussi. Là, après, quelque part, peut-être plus loin dans un extrait qu'on n'a pas eu. C'est comme si c'était une insulte d'abord. Puis évidemment, on sait d'où est-ce que ça vient. C'est complètement surréel parce que, écoute, on pourrait passer une chronique, toi et moi, à détailler des raisons pour lesquelles Justin Trudeau n'est, en tout cas, à mon humble avis, là, c'est pas un premier ministre formidable. Puis, évidemment, on peut penser le contraire aussi. On a des élections pour régler ça aux 4 ans. Mais, c'est les allégations comme telles. 2, c'est le ton sur lequel c'est dit. 3, c'est qu'il y a des gens qui le croient. Il y a des gens qui le croient fermement, puis c'est assez saisissant de voir M. Trudeau qui est d'un calme absolument olympien. On sait qu'il n'est pas à ses premiers bains de foule. Et quoi qu'on en pense, c'est pas un peu heureux. Hein? Il a déjà affronté quelqu'un dans un match de boxe. Mais écoute, c'est inquiétant, mais c'est aussi... Moi, je regarde ce que des politiciens conservateurs, puis tu sais, je devrais peut-être dire plus réactionnaire que conservateur, parce que le conservatisme, c'est un mouvement politique qui est extrêmement légitime, qui est là dans tous les pays aussi, puis il y a une tension saine avec les progressistes, parce que des fois, les progressistes vont peut-être aller un petit peu trop vite, un peu plus vite, les conservateurs, on veut conserver, mais là, on a une mouvance réactionnaire, qui est en train de se développer, puis il y a des politiciens qui mettent l'huile sur le feu. M. Poilievre, par exemple, évidemment, M. Poilievre n'a jamais dit que M. Trudeau, c'est un pédophile, mais il parle à la même base, en utilisant des fois des langages codés. Il parle du Forum économique mondial. Évidemment, il vilipende la Banque du Canada en disant que le gouvernement Trudeau la contrôle, mais parce que lui, il voudrait le mettre dehors, mais il voudrait surtout pas la contrôler, même s'il voudrait qu'elle prenne les mêmes décisions. Mais il y a quelque chose là-dedans, en tout cas, qui commence à être toxique un peu, puis c'est plus marginal. C'est ça le problème. Oui, puis ça réveille le pire. Accuser, c'est pas une accusation, mais de dire que Justin Trudeau est un juif, tu l'as dit sans le dire, c'est donc, on revient à l'antisémitisme qui a toujours existé, mais Justin Trudeau n'est pas juif, et c'est pas une qualité quand on traite de juif dans une situation comme ça, là. C'est de l'accabler de cette espèce de complot-là juif qui régnerait en coulisses dans le monde depuis, 200 ans. C'est le pire et le pire. Est-ce que ça a peut-être un rapport avec le film que tu es sûrement allé voir comme les 25 autres personnes, The Sound of Freedom? Écoute, j'ai pas le temps d'aller le voir encore. Je sais pas si je vais y aller. J'ai lu dessus, par exemple, un petit peu. C'est un film d'action qui raconte quelqu'un qui va essentiellement sauver des enfants puis les libérer de la traite d'enfants. Puis bon, on voit le trafic d'enfants, la pornographie juvénile. Et l'intérêt de ce film-là, l'acteur a été associé au mouvement Canon et QAnon, je devrais dire. Et c'est pas le premier film d'action qui prend des raccourcis avec la réalité parce qu'il y a des exagérations. Les vérificateurs de faits disent c'est pas comme ça que le trafic d'enfants se déroule, puis c'est pas nécessairement la meilleure façon de le présenter si tu veux justement régler le problème.
Mais le problème, c'est les codes qui sont utilisés parce qu'on sait que sur une certaine droite très réactionnaire, là, sur l'extrême droite, là, il y a ce complot-là, là, cette fiction-là, là, qu'il y a un réseau de pédophiles qui dirigerait le monde. Il y a évidemment le cas de la pizzeria où il y avait des pédophiles dans le sous-sol alors que la dite pizzeria avait même pas de sous-sol. Et là, on regarde ici, je ramène ça au Québec parce qu'évidemment, tout ça, ça se passe plus aux États-Unis. Mais tu regardes Éric Duhaime, là, par exemple, là, il a relayé ça en fin de semaine. Puis, tu sais, le genre de message que M. Duhaime peut passer parfois. Et bon, je suis allé voir le film de l'été. C'est lui qui a fait réagir la gauche, Sound of Freedom. Et une histoire inspirée de faits réels qui dénonce le trafic d'enfants. Un bon scénario, un excellent suspense qui envoie un puissant message anti-pédophilie. Et là, moi, la question que j'ai pour Éric Duhaime, y a-t-il quelqu'un au Québec, au Canada, n'importe où, qui envoie un message pro-pédophilie? Ça existe-tu? Pourquoi qu'il sent le besoin de dire que ce film-là envoie un message anti-pédophilie? Puis en plus, évidemment, il prend la peine de mentionner que c'est la gauche qui dénonce. Fait que, tu sais, t'as une espèce de sous-texte, comme si la gauche protégerait un peu les pédophiles. Puis moi, je rappelle, là, évidemment, il y a des gens qui font la part des choses. Il y a des gens qui vont détester Justin Trudeau, les libéraux, les progressistes, pour toutes sortes de raisons. Mais il y a des gens qui croient dur comme fer. Puis, tu sais, je te permets, je vais te raconter une anecdote, un truc de premier été de la pandémie, en 2020. Écoute, à un moment donné, il y a une dame, elle est dans une vidéo, elle est en quelque part, je pense que c'est à Repentigny, là, pas loin des centres d'achat là-bas. Puis là, ils sont une bande, elle est venue manifester ils étaient dans le coin de la Naudière, je crois, si j'avais bien compris. Et la dame est très remontée. Puis là, elle commence à parler des trains nazis qui embarquent les gens puis qui vont les faire disparaître. Puis là, c'est associé à la vaccination. Tu sais, ben, à ce moment-là, c'est pas la vaccination, c'est les masques puis c'est les confinements. Puis, encore là, on pouvait critiquer les mesures qui étaient en place, mais cette personne-là, elle était très convaincue. Elle n'était pas toute seule à être convaincue, elle était accompagnée. Puis, tu sais, on l'a vu avec le convoi de la liberté, puis un paquet d'autres événements qui sont passés. Il y a des gens, tu sais, qui croient dur comme fer. Mais tu sais, mettons, toi ou moi, là, à un point, là, si on arrive qu'on est convaincu que le gouvernement veut s'en prendre à nos enfants, veut faire disparaître des cousins, des membres de notre famille, c'est pas impossible qu'on devienne violent parce qu'à un moment donné, on va vouloir protéger ceux qu'on aime. Un gouvernement, si un gouvernement qu'on considère tyrannique, c'est comme ça que les révolutions naissent. Et je ne suis pas en train de dire que ça va arriver demain matin. Mais il y a une certaine sorte de parole qui est libérée. Il y a des gens qui sont très, très, très remontés, qui le croient. Puis les scénarios de violence politique qui étaient à toute fin pratique de la fiction il y a quelques années, bien là, ça commence à arriver dans le domaine du plausible, puis ça serait le temps qu'on calme un peu le jeu. Oui, puis c'est pas M. Duhaime qui va faire ça. Non, puis c'est un raisonnement qui est difficile à contrer bizarrement parce que quand vous dites à quelqu'un qui croit, par exemple, à l'existence d'un réseau de pédophiles sataniques, je vais juste le préciser, ces gens-là on leur dit, bon, est-ce que tu peux enfin nous fournir des preuves, s'il vous plaît? S'il y a un réseau, il doit y avoir quand même quelque chose, la documentation. Et là, ces gens-là nous répondent toujours la même chose. Mais non, c'est tellement bien organisé qu'il n'y a pas de preuves. Puis je dis, mais comment ça se fait que toi, tu sais quelque chose qui est si bien caché que même des journalistes qui fouillent ne le trouvent rien? Non, c'est ça, il dit ça. J'ai vu une caricature passer en fin de semaine, c'était drôle, c'est quelqu'un qui dit « Hey chérie, je viens de trouver le complot que à peu près 300 000 scientifiques, chercheurs, universitaires et autres personnes avaient vu. » Tu sais, c'est un peu comme... Mais je sais pas quoi faire comme ça. Puis plus ça devient gros, puis évidemment, tu sais, c'est sûr qu'on a une situation économique qui est difficile pour certaines personnes. La pandémie, ça n'a pas été facile pour tout le monde non plus. Mais il y a vraiment, en tout cas, il y a un danger... M. Poilievre, M. Duhaime, qui, tu sais, c'est correct. Il y a plein de bons arguments pour défendre, pour attaquer les politiques des gouvernements en place. Il y a plein de bons arguments pour en proposer, que ce soit à gauche ou à droite. Puis, moi, je trouve la droite a définitivement une contribution à faire. Mais si tu pratiques la politique de la terre brûlée, à un moment donné, ça risque de te péter en pleine face. Oui, puis moi, je suis pas convaincu que ce genre d'événement-là, c'est pas bon pour Justin Trudeau. Je pense qu'au contraire, c'est quand même bien pour lui parce qu'on approche d'une élection, puis lui, il est capable de pointer Poilievre et dire, regardez comment ça ostracise les gens, comment ça radicalise les gens, comment ça les rend encore plus cinglés. Donc, moi, j'ai l'impression que ça fait le jeu. Ces gens-là qui pensent être en train de dénoncer Justin Trudeau, en fait, ils favorisent sa réélection en 2024 ou en 2025.
Ouais, non, je pense que tu as raison là-dessus. Je suis assez d'accord parce que, tu sais, il y a une hiérarchie dans les valeurs. Tu sais, on le trouve peut-être pas super compétent comme premier ministre, Justin Trudeau, mais tu sais, c'est une personne affable, généralement, tu sais, qui est considérée comme, c'est une bonne personne, là. Et si tu regardes c'est quoi l'alternative, ça peut effectivement pousser d'un côté. Puis là, il y a un danger, c'est-à-dire que si le gouvernement qui est en place, avec l'appui du NPD, sent qu'il peut faire absolument n'importe quoi. Puis c'est un peu ça présentement. T'sais, ils ont des politiques, par exemple, extrêmement dépensières, qui risquent de nous mordre derrière un petit peu plus tard, sont très interventionnistes dans les champs de compétences provinciaux. Bref, il y a toutes sortes de choses qu'ils font. Puis des fois, il y a aussi, disons-le, là, un, une certaine forme de dédain envers d'autres partis politiques, d'autres points de vue. C'est un parti élitiste qui est quand même assez assumé. Là, il y a un point de vue des fois qui, en tout cas, on sent qu'on se fait regarder de haut parfois ou qu'ils regardent un parti d'électorat de haut. Mais s'ils se sentent autorisés, parce qu'ils disent, on devient impossible à battre, on est... Donc, c'est une espèce de renforcement de la boucle où les gens qui sont fâchés sont encore plus fâchés, mais ça pousse encore plus les électeurs modérés d'un autre côté. Fait que c'est vraiment dans un genre de blocage. Puis moi, je rappelle que les conservateurs ont gagné le suffrage lors des 2 dernières élections. Hein? Ils ont gagné le suffrage par 1 ou 2 points de plus, mais c'est eux qui auraient dû former un gouvernement minoritaire. C'est notre système électoral. Mais là, imagine, là, c'est OK, je vote pour un parti, on gagne, mais on perd, puis ça continue comme ça. Il y a quelque chose, puis là, c'est évidemment, là, il y a une large responsabilité de la part du gouvernement libéral qui a rejeté, qui a abandonné sa promesse de réformer le mode de scrutin. Mais écoute, quand on regarde une ligne, on trace les points, puis on regarde ça dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, la démocratie canadienne s'en va dans un territoire qui, en tout cas, qui m'apparaît, disons que ça a déjà été plus civilisé. Tu veux nous parler aussi d'Ottawa qui lance une consultation nationale sur la sécurité dans les CHSLD. Ben oui, écoute, ça a l'air, les CHSLD sont rendus de compétences fédérales. On l'apprend ce matin? Mais, on en apprend ce matin. Mais tu sais, je voulais en parler parce que c'est tellement pas correct à tellement de niveaux. On sait évidemment que la santé, c'est une compétence provinciale, puis il y a des raisons pour ça qui ne sont pas des raisons idéologiques. À un moment donné, les gouvernements qui sont les plus proches des besoins des citoyens en santé puis en éducation, ben, c'est les gouvernements provinciaux, puis même, on pourrait dire, les gouvernements locaux, tu sais, comme en Europe. Mais là, le gouvernement fédéral qui décide de faire une grande consultation. Pourquoi? Parce que les champs de compétences provinciaux sont plus concrets que les champs de compétences nationaux, en tout cas fédéraux, là, je devrais dire, là, qui sont par exemple la monnaie, le commerce international, la défense. C'est un petit peu abstrait, même si ça a quand même de l'importance dans nos vies. Et là, tu gagnes des élections en promettant des choses dans les champs de compétences provinciales, que ce soit l'assurance dentaire, l'assurance médicaments. Évidemment, les CHSLD, pendant la pandémie, c'est un très, très grave problème. Mais Ottawa a de la misère à gérer ses propres compétences. On imagine mal comment qu'ils vont bien faire fonctionner ça. Et évidemment, sur qu'Ottawa, c'est Ottawa a l'argent. Et là, tu crées des doublons. Tu crées des chicanes de juridiction, puis c'est du signalement politique, mais qui n'avancera pas grand-chose. Là. Moi, je te dirais, il y a un domaine où peut-être un début d'intervention fédérale pourrait peut-être être justifié, puis je nuance énormément ce que je vais dire, mais tu sais, tu as l'Institut canadien d'information sur la santé, qui est un organisme qui recueille des données entre toutes les provinces sur, je sais pas moi, l'accès à l'urgence, le nombre d'infirmières et de médecins par province, et puis évidemment qui peut mesurer aussi la performance du système de santé. Et ça, toutes les provinces doivent participer à ça. Le Québec a été réticent. Pour que le Québec participe à ça, ben, ça devrait être une condition minimum que le fédéral devrait pas avoir à demander. Puis là, on pourrait comparer. Mais le fédéral n'a pas... Ça va juste créer des problèmes, puis ça réglera rien. Oui, puis quand on intervient dans les champs de compétences provinciaux, comme en santé, par exemple, parce que la santé est un champ de compétences provincial et fédéral, mais comme tu le dis, quand on vient le temps de définir comment est censé se déployer l'intervention du fédéral en santé, c'est un petit peu compliqué. On ne comprend pas exactement. Mais quand le fédéral fait ça, tu ne penses pas que ça donne des arguments à François Legault ou alors même à Paul Saint-Pierre Plamondon? Ben oui, absolument. Mais tu sais, dans le fond, là, le gouvernement fédéral, il faut juste... C'est pas un gouvernement qui est hiérarchiquement supérieur au gouvernement provincial. Puis si la meilleure chose que les partis fédéraux devraient faire, mais malheureusement les libéraux et les NPD n'ont pas compris, tu veux montrer que la fédération peut fonctionner, ben tu la fais fonctionner comme il faut. Tu coupes, là, je parle juste en termes tactiques, là, tu coupes les arguments des méchants souverainistes, par exemple, là, pour dire, ben, regardez, elle va bien fonctionner la fédération, voici votre argent, voici, occupez-vous de vos champs de compétences. Par contre,
participer aux initiatives communes pour les provinces, puisqu'une fédération, c'est ça, puis ça a du bon d'être capable de comparer dans une fédération. Avec n'importe quel système de santé, tu as des initiatives mondiales. Mais là, le problème, encore là, c'est le Parti libéral s'appuie sur l'NPD, puis la loi sur la sécurité dans les CHSLD, c'est une demande, c'est une condition du NPD pour maintenir l'espèce de coalition qu'ils ont en place présentement. Donc, ils vont aller de ce côté-là. Mais tu sais, comment est-ce qu'on interdirait la maltraitance des aînés demain matin s'il n'y a pas de ressources, s'il n'y a pas un meilleur fonctionnement, s'il n'y a pas de réforme, ça va juste être du symbolisme, puis absolument rien qui va changer. Mais écoute, ça va alimenter les chroniques pour toi et moi. Tout à fait. Patrick Derry, merci beaucoup. On se parle demain. À demain.